Qui est chercheur CNRS à l'IRCAM, qui est à la fois mathématicien et musicien. Donc c'est un séminaire un peu exceptionnel aujourd'hui, puisque c'est à la fois un séminaire et en même temps un concert. Très bien, c'est la bonne définition, merci, d'une conférence-concert. Merci donc Catherine et Marie-France pour l'invitation. Vous parlez donc du rapport mathématique-musique. Alors j'ai choisi un angle un peu particulier, c'est l'angle de la géométrie et de l'algèbre. Alors je ne sais pas si ça vous évoque des vieux souvenirs, des cauchemars à l'école du type théorème de Pythagore ou calculer la symétrie d'un polygone. Voilà deux problèmes qui relèvent à la fois donc, de la géométrie et de l'algèbre, si on veut vraiment les formaliser avec les outils des mathématiques qu'on connaît aujourd'hui, les outils des mathématiques modernes. Alors, je vais vous parler de ces deux aspects en particulier, parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire sur mathématiques musique, en remontant de Pythagore et jusqu'à... Enfin, il y a toute une histoire, hein. Vous vous en doutez bien. Mais voilà, j'ai choisi cet aspect en particulier pour vous montrer comment il y a à la fois de la géométrie et de l'algèbre dans la musique savante. Ça, c'est un peu mon domaine, à l'IRCAM, dans cet institut de recherche et coordination acoustique musique à côté du Pompidou. On étudie la musique savante, ce qu'on appelle la musique contemporaine. Mais moi, je suis très intéressé par la chanson depuis toujours, en fait, depuis mes premiers essais de devenir célèbre dans la chanson. Alors, je vous passe un petit extrait, comme ça, en arrière-plan. Comme ça me permet de vous introduire. Voilà, ça, c'était les tubes que j'avais espéré être vraiment un tube dans les années 90. J'étais jeune, voilà, et donc c'était l'époque où j'ai jonglé entre un cursus en mathématiques à Pavie, à l'université de Pavie, et voilà, mon intérêt pour la musique, pour la chanson, pour l'improvisation. Alors j'ai mené des études en parallèle, donc je suis premier prix en conservatoire. Alors là, j'ai toujours essayé de cultiver un peu les deux. Quand je suis arrivé en France, c'était pour démarrer un doctorat en musicologie computationnelle à l'école des études en sciences sociales. Alors ça, une fois terminé, je suis rentré tout de suite au CNRS. C'était l'époque où il ne fallait pas faire 4 ans de postdoc à l'étranger pour être recruté au CNRS. Donc j'ai pu être recruté tout de suite à l'IRCAM, donc dans cet institut qui est vraiment, disons, qui a été conçu pour la recherche musicale et pour les liens entre art et sciences, et musique et sciences. Alors, parallèlement, j'avais une activité de pianiste de piano-bar dans les bateaux parisiens, que j'ai gardé même une fois rentré dans le CNRS. Donc, j'ai une belle expérience. Ça m'a fait pas mal de répertoires, assez variés, finalement. Alors, toujours les maths derrière. Donc, j'ai cultivé cette passion pour les mathématiques. Donc, j'ai passé mon HDR en mathématiques à Strasbourg, dans l'Institut de recherche mathématiques avancées. C'était en 2010. Et voilà. Et depuis quelques années, je suis actif à la fois dans notre master, un master scientifique de l'IRCAM, acoustique et traitement du signal et informatique appliquée à la musique, et aussi dans un groupement de recherche, qui est le premier groupement de recherche du CNRS consacré à art sciences. Il s'appelle ESARS, esthétique, art et sciences. Et là, en fait, je suis responsable d'un axe qui s'appelle Math and Pop, les mathématiques pour la pop. Donc j'ai retrouvé ma passion. Et effectivement, quand on est à l'IRCAM, vous voyez ici un petit peu quelques photos. Donc c'est à côté du Pompidou où vous avez cette jolie fontaine colorée. Donc ça, c'est des bâtiments. Mais nous, en fait, on ne voit rien des bâtiments. Nous, on travaille au sous-sol. On est des rats. Donc ça, c'est Pierre Boulez dans la chambre anéchoïque. Là, vous voyez, typiquement, on prend des instruments de musique, on calcule les propriétés acoustiques. Ou bien on a un espace, l'espace de projection, dans lequel tout est modifiable, l'acoustique est variable, on peut étudier l'acoustique de la salle par rapport à l'espace. Donc ça, c'est l'IRCAM savant. Mais après, il y a aussi l'IRCAM coloré, que j'aime beaucoup. L'IRCAM qui en fait, permet d'avoir des collaborations entre Pierre Boulez, toujours lui, et Frank Zappa. Voilà, quelqu'un qui vient du rock progressif. Alors c'était l'époque où voilà, quelqu'un pouvait aller frapper à la porte de Pierre Boulez, un rocker, et lui a demandé de diriger ses pièces. Alors, ce qui a été fait, dans un CD qui s'appelle The Perfect Stranger, où il y a des pièces
Frank Zappa, dirigé par Pierre Boulez avec l'ensemble intercontemporain. Et dans cette IRCAM colorée, on peut s'intéresser à William Scheller, à la chanson, on peut s'intéresser à l'improvisation assistée par l'ordinateur, ça veut dire produite par la machine, en fait, et une interaction entre le musicien et la machine. On peut s'intéresser aussi à la musique des films, les films Farinelli, cette voix qui n'existe pas véritablement, c'était produit, une voix produite en laboratoire. Alors, les couleurs des l'IRCAM, et en particulier les couleurs des mathématiques, c'est ça que j'aime bien, c'est les formes, en fait, les structures qui peuvent être utilisées quand on analyse la musique, et aussi quand on s'intéresse à composer de la musique. Donc, je vous montrerai pas mal d'exemples qui jonglent un petit peu entre l'analyse et la composition. Alors, il y a des structures de type spirale, il y a des tors, des pneus, des structures toroidales, il y a des maillages hexagonaux. On verra pas mal ça, et en particulier les cercles. Ça, c'est la structure des bases, quand on fait ce type de rapport. Après, il y a des structures un peu plus ésotériques, des orbifolds, des orbivariétés pour les mathématiciens dans la salle, ou des structures en dimension supérieure, en dimension 4, par exemple. Mais les cercles, c'est une belle structure, c'est une structure très riche, et qui permet, comme vous verrez, en fait, de vraiment capturer plein de propriétés musicales. Alors, je vous propose, comme ça on va faire aussi quelque chose d'interactif avec vous, si vous êtes d'accord, de s'entraîner un petit peu à taper des rythmes. Des rythmes que vous avez ici, dans les cercles. Alors, c'est quoi le principe? Imaginez un métronome qui pulse, qui fait une pulsation, donc un métronome. Donc, les rythmes, en fait, la plupart des rythmes auxquels on a l'habitude de jouer ou d'entendre, ont une structure périodique. Ça veut dire qu'ils se répètent. Tom, plan, tom, plan, plan, tom. Voilà la valse, par exemple. Donc, il est toujours possible de les mettre dans un cercle, divisé en un certain nombre de parties égales. Par exemple, ici, on a un cercle divisé en 8 parties égales. Et en fait, nous, on tape juste des pulsations. Voilà, on a choisi 5 points ici, à l'intérieur de ces cercles. Alors, ça s'appelle les cinquillos. C'est un rythme traditionnel afro-cubain. Donc, si je vous le mets, juste pour vous familiariser un petit peu. Alors, écoutons bien. Ok, donc on peut faire. Vous êtes prêts pour faire un petit exercice ensemble? Alors, on va le faire ensemble. Donc, cinquillo. Alors, je vous le fais à vide une fois. Ok? On y va, on essaye? 1, 2, 3, 4. Parfait. Super. Alors, je dirige comme Pierre Boulez. On passe au trisillo maintenant. Trisillo, c'est 3 sur 8. Et donc, en fait, c'est ce rythme-là. Attention, c'est pas très régulier. Vous voyez, en fait, il y a 3 et 2. Si on compte, en fait, voilà, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut bien compter. Là, on a 3, là, on a 3, et là, on a 2. Donc, c'est pas 3, c'est pas régulier, mais c'est, voilà, justement. On y va? On va l'écouter peut-être une fois. Ok? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, continuez s'il vous plaît. Continuez. C'est les tangos, donc ça c'est les tangos. Et voilà deux rythmes de la tradition, encore une fois, afro-cubaine. Il y a un autre rythme un peu plus difficile, si vous voulez on essaye, c'est le bleu. Le bleu, il vit dans un espace, dans un cercle divisé en 12 parties, et là il faut bien arriver à taper 7 points sur 12. C'est pas évident. On va l'écouter une fois ensemble.
les bembés, ou à Baja. En Afrique, en fait, les pygmées font ces rythmes sans problème. Nous, on a plus de difficultés à le faire, mais vous voyez, en fait, voilà, juste pour vous dire, en fait, ces trois rythmes ont la même structure. Ce sont un certain nombre de points distribués de la meilleure façon autour du cercle. 5 points pour les cinquillos, 3 points pour les tresillos et 7 points pour les bembés. Alors ça, c'est un problème mathématique. Hein. C'est le problème de distribuer les personnes autour d'une table. C'est ce qu'on appelle le dinner table problem, de telle façon que les interactions soient maximales. Okay? Et les systèmes soient les plus stables possibles, d'un point de vue physico-chimique, hein, si vous voulez. Donc là, c'est exactement la même idée. Alors, les compositeurs, en fait, aiment bien s'approprier de ce type de procédés. Hein. Donc là, voilà un exemple d'une pièce savante qui tient sur une page. Hein. Si vous achetez cette pièce, c'est juste cette page-là. Ça s'appelle Clapping Music. C'est une pièce du compositeur minimaliste Steve Reich. Et en fait, l'idée, c'est que c'est une pièce pour 2 clappeurs. Hein. C'est-à-dire 2 groupes, un peu. On pourrait s'amuser à la faire. Alors, peut-être que ce n'est pas une bonne idée parce que c'est vraiment compliqué, mais je vais vous montrer les procédés. En fait, les résultats sont compliqués pour un procédé qui est extrêmement simple. C'est ça où on a intérêt à avoir des mathématiques qui peuvent nous aider pour mieux comprendre. Alors, c'est quoi l'idée? Vous avez 2 clappeurs qui commencent avec un même pattern rouge, tous les 2. Et donc, le pattern, c'est bon, ça ressemble un peu à ce qu'on vient de voir, hein, les bembés, mais il est légèrement différent. Il y a 8 points sur 12, hein, au lieu de 7. Et vous voyez, donc ça, c'est les débuts. Et après, au fur et à mesure qu'on avance dans la pièce, les deuxièmes clappeurs, eh bien, il fait des petites rotations du pattern. Et voilà une rotation. Et voilà une deuxième rotation, vous voyez. En fait, à chaque fois, donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait des polyrythmies, c'est-à-dire les rythmes se superposent de façon qui sont irrégulières, parfois surprenantes. Donc, je vous passe une petite animation. Et au bout d'un certain nombre de rotations, vous imaginez, on part de la même figure et après, au bout d'un certain nombre de rotations, on retombe sur la même. Okay? À la fin, le but du jeu, c'est de se retrouver à l'unisson. Et c'est là où on voit si la pièce est bien jouée ou ratée. Okay? Donc là, il n'y a pas de doute, c'est bien joué. Donc je vous la mets à partir d'un certain point. Hein. Donc il y a chaque pattern en fait est joué un certain nombre de fois, 8 fois ici. Donc c'est juste et assez vite. Hein. Donc je pense que là on aurait du mal à la jouer nous-mêmes comme ça, mais ça vous donne un petit peu l'idée d'un procédé très simple, vous voyez, qui engendre une belle complexité au niveau de l'écoute. Et on peut l'écouter ensemble. Voilà le point où on se retrouve. Voilà, et la pièce est finie. Donc, je vous invite, hein, vous pouvez la travailler chez vous, avec vos partenaires, vos amis. En fait, il faut juste 2 personnes, ou des groupes de personnes, si on veut vraiment ajouter une dimension collective, mais 2 personnes suffisent. Par contre, voilà, une personne, ça ne suffit pas, même au miroir, ça ne marche pas. Alors, donc ça, c'est les cercles pour les rythmes. Alors, il faut savoir que historiquement, alors là, vous voyez la photo de Père Mersenne, hein, l'inventeur de la combinatoire. Historiquement, ces cercles, en fait, étaient plutôt utilisés pour représenter les hauteurs, hein, les notes, pas les rythmes, mais les hauteurs, avec un principe très simple. Si vous mettez au piano, merci à Gérard pour avoir mis une webcam, parce que là, vous voyez un petit peu le clavier, hein, la structure du clavier avec des touches blanches, des touches noires. Voilà, donc en fait, il y a la gamme diatonique ici, toutes les touches blanches du piano, les touches noires du piano. Mais elles ne sont pas disposées n'importe comment, elles sont disposées selon un principe de répétition, si on veut, donc ton, demi-ton, ton, demi-ton. Donc, vous voyez, on peut prendre l'image du cercle
pour en fait représenter, on appelle ça cadran d'horloge aussi. En fait, les notes sont représentées comme des heures, hein, avec le principe que tout peut se réduire à l'octave. Alors ça veut dire quoi? Qu'on a un piano infini potentiellement, mais qu'on réduit tout à 12 notes. Okay? Les voilà ici. Et en fait à 12 nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et après on recommence. 12, mais 12 est égal à 0. Hein? Minuit ou 12 heures ou 0, c'est pareil, etc. 13 c'est égal à 1, 14 c'est égal à 2, etc. Ça c'est l'arithmétique modulaire, modulo 12. On travaille toujours modulo 12. Et donc avec l'idée qui est comme ça, vous voyez, les touches blanches du piano, c'est un joli heptagone. En fait, c'est rien d'autre que ta, qu'on a tapé tout à l'heure. Hein? Donc les pygmées font de la gamme diatonique, hein? Font la touche blanche du piano d'un point de vue rythmique, sans le savoir bien évidemment, mais ça montre quand même qu'il y a des structures qui voyagent dans des cultures différentes. Et encore une fois, les touches blanches du piano, c'est les blancs, les touches noires du piano, c'est les noirs. Et vous voyez, en fait, comme ça, on peut étudier finalement les accords comme si c'était des polygones inscrits dans les cercles, avec donc des propriétés du type axe de symétrie. Hein. En fait, on dit, on va s'asseoir au piano, on se met au do au centre du piano. En fait, il faut plutôt dire le ré au centre du piano, parce que c'est autour du ré, si on regarde bien, que tout se dispose de façon symétrique. Okay. Blanche, noire, blanche, blanche, noire, blanche, noire, blanche, noire, blanche, blanche, noire, blanche. C'est le vrai axe de symétrie, c'est le ré. Et donc, si vous êtes intéressé, il y a un petit article de vulgarisation mathématique sur ça. La musique mise en algèbre, hein, on commence à voir, voilà, la symétrie, c'est vraiment l'algèbre. Hein. Quand on étudie la symétrie, aujourd'hui, on fait de la théorie des coupes, des structures algébriques, donc on a besoin de l'algèbre, même si la représentation est une représentation géométrique. Donc on a les deux, en fait. Alors, on continue, on prend des accords connus en musique. Voilà l'exemple d'un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Vous voyez ici, donc avec la distance 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, hein, si vous voulez, qu'on peut représenter dans les cercles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand... Alors, faire des modulations en musique, voilà, ça c'est un premier problème. Ça c'est une opération que tous les musiciens font régulièrement. C'est-à-dire, si j'ai on a toujours quelqu'un qui dit non, c'est trop bas pour moi. J'aimerais bien l'avoir un peu plus haut. Donc. On a bien reconnu que c'est la même chanson, c'est la même mélodie. On a juste transposé, c'est-à-dire qu'on a fait des rotations. Quand on passe d'un accord à un accord transposé, on est en train d'ajouter, de faire des additions. C'est comme ça qu'on fait des transpositions en musique. Et alors, pour vous donner un petit exemple d'une chanson dans laquelle on trouve ces petits objets que je viens de vous montrer, je vous propose juste d'écouter une chanson que j'aime bien faire écouter aux jeunes, et aux moins jeunes aussi, quand je fais des présentations, parce que ça montre qu'avec 4 accords, on peut faire un tube. Voilà, Magic System. Donc là, vous avez en fait déjà 3 accords. Voilà, l'accord des... Vous voyez, qui correspond au triangle qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'accord de Sol majeur. Pour ceux qui aiment bien la guitare, vous avez ici la tablature de guitare, pour vous montrer un petit peu aussi d'autres types de représentations musicales. On n'a pas que la portée, on peut aussi s'appuyer sur d'autres structures. Voilà, donc Sol, Ré, La. Les 3 premiers accords, c'est les mêmes accords. On a juste fait une petite transposition. Par contre, vous avez bien entendu, accord de Sol majeur, accord de Ré majeur, accord de La majeur. Ah, ça change. Okay. On a changé les types d'accords. Effectivement, les derniers accords, en fait, on ne peut pas l'obtenir à partir d'un accord majeur
par une simple rotation. Okay? Vous pouvez essayer à partir du sol ou du do. Et en fait, on ne va jamais arriver sur un accord mineur. Là, on a changé les modes, on a changé les types d'accords. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'un accord majeur à un accord mineur? Il faut faire une autre opération qui est une symétrie. Et voilà l'axe de symétrie. Main droite, main gauche. Imaginez la main gauche, c'est les accords majeurs, la main droite, c'est les accords mineurs. Voilà la relation, c'est-à-dire il y a un axe de symétrie qui permet de transformer tout accord majeur dans un accord mineur. Donc, par exemple, pour passer de sol majeur à si mineur, j'ai cet axe, donc je prends chaque note ici en rouge et je la mets de l'autre côté et j'obtiens bien le rose, ce que je veux. Okay? Donc ça, c'est pas la seule possibilité de passer d'un accord majeur à un accord mineur, parce qu'en fait, il y a plein d'axes de symétrie. Regardez ça c'est pour passer des do majeurs à la mineure. Vous voyez, en fait, il faut utiliser la symétrie du ré, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, ça permet, en fait, voilà, de faire cette opération. Je fais un peu plus fort. Voilà. Je garde deux notes communes, c'est-à-dire les do et les mi, ici, et les sol va passer de l'autre côté et devient là. Okay? Voilà une symétrie. On appelle ça les relatifs. Alors, pour les musiciens, c'est simple. Quand on a une partition avec 0 dièse, 0 bémol, soit c'est do majeur, soit c'est la mineure. Okay? La relative mineure, une tonalité majeure. Mais il y a une autre symétrie. C'est ça. Donc, on passe de do majeur à, cette fois, do mineur. Vous voyez? Donc, j'ai gardé deux notes, do sol, ici, et j'ai bougé le mi en mi bémol. J'ai changé la tierce, comme on dit en musique. Donc, voilà, ça on appelle les parallèles. P comme parallèle. Retenez bien ces noms. R relatif, P parallèle. Il manque juste une. C'est la dernière. L comme leading tone. Je vous explique tout de suite pourquoi. C'est l'opération qui permet de passer des do majeurs à mi mineur. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai gardé deux notes. Vous pouvez les voir ici, si vous voulez. Mi sol. Et le do est passé de l'autre côté, est devenu un si. Vous voyez? Do majeur, mi mineur. L comme leading tone, parce que leading tone ça veut dire sensible, et le si est la sensible du do, pour une théorie de la musique. Donc ça explique ce nom un petit peu ésotérique. Mais en tout cas, il y a trois opérations, c'est ça qu'il faut savoir, relatif, parallèle et leading tone. Et en fait, c'est ça qui nous permet de dépasser les cercles, si vous voulez, et aller vers une autre structure, l'émaillage hexagonal, qui est en fait toute une autre histoire. C'est Euler, l'inventeur de la théorie des graphes, qui a le premier imaginé qu'on peut disposer les notes, au lieu d'avoir un cercle, disposer d'un seul plan. Vous voyez? Donc vous choisissez deux axes et vous engendrez votre structure, votre repère, dans lequel donc, on peut disposer les objets musicaux, qui sont en fait les notes. Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est que si on prend un accord qu'on vient de voir tout à l'heure, comme un triangle, do majeur. Alors maintenant on sait qu'on peut passer de do majeur à la mineure à travers cette symétrie R. Okay? Donc je lui mets à côté tout de suite un accord qui partage deux notes sur trois. Okay? Et après je continue. J'ai la mineure, je vais lui mettre l'autre accord majeur qui partage ces deux notes. Donc fa majeur. Et ainsi de suite. Vous voyez? En fait, si je joue ces cycles, do majeur, la mineure, fa majeur, fa mineur. Chaque fois, je garde deux notes et je bouge une note et je reviens au point de départ. J'ai un joli hexagone qui, en fait, va m'engendrer tout l'espace par les transpositions dont on a vu tout à l'heure, par les translations. Et en fait, c'est quoi l'idée derrière? L'idée, donc, il engendre tout l'espace, vous voyez. Donc, on a un joli maillage hexagonal, comme on dit. Et en fait, l'idée, c'est que quand je suis ces schémas, ces flèches, rouge, bleu ou vert, ouvertes, je suis sûr que j'ai des progressions, des enchaînements d'accords qui sont très bien, je vous fais la preuve, je vais faire mon joli hexagone, en improvisant un petit peu, donc... à nouveau à la maison. Je fais les tours de l'hexagone, je peux le faire en sens inverse. Ça s'enchaîne très bien. Ça s'enchaîne très bien, c'est pas un mystère, c'est que chaque fois on garde deux notes et on bouge une note juste ce qu'il faut pour que ça soit lisse, une transformation lisse. Donc
on peut voir, donc on peut jongler entre ces jolis maillages hexagonaux, ou bien les cercles, hein, parce qu'on a vu, ça, ces symétries, en fait, c'est aussi des symétries du cercle. Hein. Donc on est dans un point de ces maillages, et on fait une symétrie, soit on prend la flèche rouge, et on fait la relative, soit on prend la flèche verte, soit on prend la flèche bleue, vous voyez. Donc on a 3 possibilités pour chaque fois qu'on est dans une tonalité, dans un accord majeur ou mineur. Alors j'ai une petite démo, comme ça me permet de vous montrer mieux hein, cette idée. On appelle ça les tonenets, les réseaux des notes. Hein, c'est un terme allemand, un des rares termes qui s'est imposé dans la tradition musicologique américaine, donc il faut le souligner, parce que normalement on n'a pas des termes comme ça, mais regardez, j'ai mis les deux, hein, j'ai mis mon pavage, c'est-à-dire mon maillage hexagonal, et les cercles. Comme ça, chaque fois que je joue, ouais, Do majeur, regardez qu'est-ce qui se passe si je passe à la mineur. Vous voyez? Voilà la symétrie. Ou bien Do majeur, Do mineur, ou bien. Vous voyez? Donc ça, c'est les principes. Alors, ce logiciel a été fait par Louis Bigot, qui a fait sa thèse avec nous sur l'analyse musicale et qui donc voilà, maintenant a conçu ces logiciels qui vous permet, vous-même, c'est libre, gratuitement disponible, vous pouvez les télécharger. Vous pouvez donc jouer et chaque fois que vous jouez, vous avez des accords. Ça, c'est un petit peu l'idée d'associer hein, un point de vue visuel avec ce que vous allez entendre. Alors ça ouvre plein de perspectives parce que c'est à la fois intéressant comme outil pour comprendre la musique, pour analyser la musique et aussi pour composer. Alors je vous montre quelques exemples. Voilà, juste pour terminer, en fait, si on veut vraiment l'étudier d'un point de vue mathématique, c'est maillage hexagonal. Puisqu'en fait on a l'octave, on est tout réduit à l'octave, c'est pas un maillage infini, c'est pas un plan qui ne termine jamais. En fait, c'est un petit carré qui est fermé à lui-même. Alors, puisque j'ai un grand tableau, j'en profite. Donc, si vous avez un carré et vous les fermez avec des identifications des côtés opposés, hein, du type marqué ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces carrés, il faut prendre les côtés et les identifier, les fermer. Donc si je commence à identifier ces côtés avec celui-là, qu'est-ce que j'obtiens? On ferme les carrés dans un cylindre. C'est clair hein? Parce que je prends mon carré et okay, je le plie. Donc j'ai un cylindre, mais ce n'est pas fini, parce que dans ces cylindres, j'ai ces côtés, ici, qui doivent être identifiés hein, avec ces côtés. Donc, en fait, un cylindre, maintenant on va refermer. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. On trouve les torts. Donc, en fait, on est en train de bouger. Quand on bouge dans cet espace, en réalité, on est en train de bouger dans un tort. Hein? Donc, cette progression harmonique vit dans cet espace, les torts, et je vous montrerai tout à l'heure une jolie animation qui montre bien ça. Donc là, il faut savoir donc, que même Magic System, ils font de la géométrie toroïdale, hein, sans le savoir. C'est-à-dire que, voilà la progression, hein, comme j'avais vu tout à l'heure, les 4 accords. Alors, ça ne va pas très loin hein, dans l'espace. Ça reste juste ici, dans une portion limitée. Mais vous voyez, en fait, ça nous permet déjà de voir un petit peu quelles sont les symétries en jeu. Donc, on a retrouvé notre L, hein, comme tout à l'heure, leading tone, qui est celle qui passe de Sol majeur à Si mineur. Le reste, c'est juste des transpositions, c'est-à-dire des translations. Hein. Donc, je suis passé premier accord Sol majeur, les voilà ici. Après Ré majeur, vous voyez, une translation. La majeur, translation, c'est-à-dire transposition. Et je termine avec donc Si mineur, qui est un accord différent. Alors, bien évidemment, heureusement, il n'y a pas que Magic System. Il y a aussi des compositeurs qui utilisent des parcours harmoniques beaucoup plus riches. Et donc, j'aime beaucoup Paolo Conte, et cette pièce qui s'appelle Madeleine est un joli exemple de comment on voyage dans l'espace et comment on amène, en fait, l'auditeur hein, dans un parcours, hein, dans un voyage. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein d'accords. Et si on les met dans notre espace, on est ici, on va les suivre. Oui. Premier accord, deuxième. On a fait les 4. On passe au vert.
on passe au bleu. On a fait 3 fois la même chose. Et après, on va faire un petit parcours un peu plus compliqué, avec l'idée que quand on arrivera ici, on sera amené tout naturellement à recommencer. Et voilà. Et c'est une boucle, en fait, qui revient plusieurs fois dans cette pièce. Qu'on peut dire, en fait, c'est une sorte de zigzag, d'onde, qui mène l'auditeur toujours un petit peu plus loin. C'est d'ailleurs lui qui le dit. Il ne s'exprime pas en termes géométriques, mais il dit « J'essaie de voyager dans l'espace avec des sonorités qui vont de plus en plus loin. » Alors, voilà un exemple des chansons. Alors, on peut faire des trajectoires qui sont très simples. Voilà notre torque de tout à l'heure. Et si on faisait qu'un zigzag dans l'espace, c'est-à-dire on fait, dans un torque, c'est une géodésique, c'est vraiment une courbe qui passe par... Donc, du coup, qui passe par tous les points de mon espace, c'est-à-dire pour tous les accords majeurs et mineurs, et revient au point de départ. Alors ça, c'est une sorte d'enjeu majeur dans la combinatoire, c'est-à-dire trouver un parcours dans l'espace qui m'enchaîne tous les accords, toujours avec le principe d'utiliser l'une des 3 opérateurs. Donc là, je fais que 2 zigzags, et je continue. J'arrive au point de départ. Je suis parti des Do majeurs, et puisque les torques s'est fermé, bon, à un certain point, je sors ici, mais je remonte par là. Et je retrouve ma position de départ. Alors, vous direz, à quoi bon faire du zigzag en musique? C'est aucun intérêt. Eh bien, voilà Beethoven, dans la 9e symphonie, qui fait exactement un zigzag. Il n'a pas poussé jusqu'à la limite, il s'est arrêté un petit peu. Mais bon, ça c'est pour vous dire, voilà des structures et disons des procédés qu'on peut retrouver chez des compositeurs qui n'ont pas forcément passé à l'histoire pour avoir travaillé sur les tonnettes, sur cette structure géométrique toroïdale, mais donc on peut analyser avec ces mêmes outils. Alors un zigzag, en fait on peut le lire à l'envers. C'est le zigzag de tout à l'heure, pardon. Au lieu de les faire monter, maintenant je les fais descendre. Ça fait une autre progression, très jolie, etc. Et donc, ça en fait, c'est la progression que j'ai donnée à un ami qui s'appelle Polo, l'ancien guitariste des Satellites, avec un défi. Essaye de faire une chanson. Donc, c'était un défi parce que bon, d'abord il ne savait pas que c'était Beethoven derrière, donc je pense qu'il aurait pris peur de prendre la même progression d'accords, lui à l'envers, de celle utilisée par Beethoven dans la 9e symphonie. Et donc en fait il a fait un travail d'écriture des textes et des progressions harmoniques pour créer une chanson à partir de ça. Alors si vous êtes intéressé, il y a une vidéo à la BPI, du Pompidou, à la Bibliothèque publique. On a fait une conférence-concert, certains ici présents étaient aussi là-bas, où on a joué cette pièce qui s'appelle donc Le blé en herbe, où vous avez ici les textes, et que j'aimerais maintenant jouer ici, en me faisant aider par Wiebke, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Alors, il faut savoir que, en fait, ces maillages hexagonaux, en fait, c'est la structure qu'on retrouve dans les accordéons. L'accordéon diatonique, et je pense que la fiche est bien faite pour ça, elle met en évidence le fait qu'il y a la même géométrie. Alors, malheureusement, ça, c'est l'accordéon diatonique, mais l'accordéon chromatique, c'est un peu plus compliqué, dans le sens que, Wiebke, est-ce que tu pourrais nous faire cette même progression que j'ai fait sans aucun effort au piano, pour montrer à tout le monde qu'avec l'accordéon, ça bouge pas mal. Vous voyez un peu mes doigts? Oui. Voilà. Donc ça c'est la même... Encore un petit effort, vas-y.
le problème, c'est que l'accordéon, c'est pas un tort. Et donc, quand on sort, on doit recommencer de l'autre côté. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous jouer cette pièce en avant-première, je pense que la première mondiale, on peut le dire, avec une visualisation qui a été faite par un collègue de Toulouse qui s'appelle Gilles Barouin, dans laquelle donc, vous voyez les mêmes espaces, avec donc les accords qui vont... En fait, vous voyez les zigzags, rien d'autre. Mais en fait, vous avez aussi une araignée, une toile d'araignée, qui vous dit dans quelle tonalité on est. On a ajouté ça. À droite, il y aura l'hypersphère des accords en 4 dimensions. Oubliez, c'est juste une structure qui peut s'ajouter si vous avez envie de travailler en dimension supérieure, comme lui, en fait, il a envie de faire souvent. Alors, attention. Donc, Polo ne pouvait pas venir, malheureusement, à chanter la chanson. Donc, il nous a envoyé une base qu'on va utiliser avec sa voix, et sous laquelle on va donc improviser et jouer, et essayer de suivre. Alors, attention. Tu es prête, vite? On y va. Plongé comme un enfant, cheveux au vent, sous l'océan, du blé en herbe. Marée d'épis, couleur d'amande, tente à caresser le ciel. Algues tendre de mille plages, frôlant le ventre des nuages. Cheveux de pluie, dos de poisson, qui frissonnent à l'unisson. Suivre le bord des continents dans l'océan du blé en herbe. Pêcher le corail du pavot dans le sang bleu des coquelicots. Croiser le matin dans l'herbe folle de tourterelles qui s'envolent. Suivre les jeux des hirondelles sur le paysage éternel. Nager comme un enfant, cheveux au vent, sous l'océan du blé en herbe. Marée de fruits au goût amer, assis dessinés comme la mer. Vers l'îlot d'un petit village, vers un château d'eau sur la plage. Quand tout s'éteint avant l'orage, quand se lève le vent du large, sur le blé vert. Ça semble facile, mais c'est pas facile. Je vous assure que c'était pas mal de soirées de travail à la maison. Bien, après, j'aurais besoin de toi à nouveau, Wiebke. Et peut-être même maintenant, j'aurais besoin, si tu te mets là à la console, parce que je ne sais pas si le volume est bon. Là, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait moi, avec ces parcours un petit peu à zigzag, mais pas exactement à zigzag. Alors, j'ai fait une chanson hamiltonienne. Alors, ça, c'est pas confondre avec Hamilton des physiciens. Ça c'est les graphes hamiltoniens, en fait, les parcours, les cycles hamiltoniens dans la théorie des graphes. Pourquoi? Parce que les tons nets, c'est-à-dire ces maillages hexagonaux, en fait, ce sont des points. Donc, c'est sous-jacent, il a la théorie des graphes, et on essaie de faire un cycle qui passe par tous les accords majeurs et mineurs,
une seule fois, il revient au point de départ. Ça, on l'appelle un cycle hamiltonien, en théorie des graphes. Et donc, en fait, là, c'est une chanson hamiltonienne redondante, parce qu'en fait, c'est un petit parcours qui se répète chaque fois. Donc, il a une petite symétrie interne, hein, pour les gens qui veulent étudier ça d'un point de vue symétrique. Alors, vous voyez les textes. Alors, c'est Mario Luzzi, c'est un poète italien. Là, vous avez à droite, si vous voulez, la traduction faite gentiment par Antonia Soulez, qui est une philosophe et poète, qui je collabore, je mets en musique certains de ses textes. Et donc, elle nous a traduit cette chanson dans laquelle il y a un passage où vous avez plein de couleurs. Hein, rouge, alors, encore une fois, ce sont 3 couleurs, donc ça vous fait peut-être avoir l'intuition qu'il y a derrière ces mêmes symétries. Effectivement, la pièce est faite de telle façon qu'ici, ça bouge tout le temps. Donc, il y a l'harmonie qui change, c'est-à-dire les accords, la mélodie qui suit les accords et qui doit suivre donc les textes. Donc, c'est voilà, les travaux qu'il faut faire quand on veut faire une chanson hamiltonienne, ne fût-ce que redondante, mais enfin, assez bon travail des prises de tête, hein, si on veut ça. Donc là, j'aimerais bien vous la jouer avec une base qui a été faite par un ancien doctorant à moi, qui est aussi arrangeur, qui donc voilà, m'a permis de voir cette base que je peux utiliser dans le cadre des conférences. Alors, on va voir si on entend. On recommence parce que j'ai rien entendu. Oui. Ok.
Voilà un petit essai de devenir célèbre avec un tube hamiltonien. Pour l'instant, aucun retour de la part des producteurs auxquels j'ai envoyé cette pièce enthousiaste pour avoir découvert un nouveau procédé en musique. Alors, je me suis amusé à faire des parcours un peu plus compliqués. Là, c'était juste un zigzag, un peu légèrement étiré, mais là, vous voyez, en fait, on peut faire plein de choses, parce qu'on peut calculer des cycles hamiltoniens bizarroïdes, comme ici, où vous avez, ça c'est le point de départ, et regardez, en fait, où j'ai fait tout un tour pour revenir, en fait, ici, au même accord. C'est un tort, encore une fois, on ne se laisse pas tromper, ces points-là, c'est les mêmes. Et voilà, donc ça c'était un autre essai de création de tubes hamiltoniens avec un autre poète italien qui s'appelle D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, décadent, de la décadence italienne. Donc c'est une chanson hamiltonienne décadente, à l'occurrence. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article dans Tangente qui explique un petit peu les procédés derrière. Et encore une fois, je trouve que en fait, ces types de progressions en fait, sont assez étonnantes parce que je vous joue, là vous avez les accords, je vous joue juste ça. Et vous verrez que finalement, ça s'enchaîne bien. C'est un peu la magie de ces cycles hamiltoniens. Donc, si bémol, ça. Donc, en fait, il y a toute une mathématique derrière, parce qu'on peut calculer c'est L, P, R, l'ordre dont il faut mettre ces trois lettres pour avoir Beethoven ou Polo, ça dépend de quelle direction on le prend, ou pour avoir ces chansons hamiltoniennes. Donc là, les mathématiciens, c'est un problème mathématique intéressant, les calculs des cycles hamiltoniens. Et donc, en fait, c'est à la fois un problème intéressant en mathématiques, mais vous voyez, en fait, ça donne plein de nouvelles progressions harmoniques que en fait, les musiciens peuvent utiliser pour faire des chansons, peut-être avec un meilleur résultat que moi. Donc si il y a des musiciens dans la salle qui veulent essayer, voilà, c'est une liste qu'on a à disposition. C'est des mathématiciens italiens qui l'ont calculé pour la première fois, et nous on a recalculé à l'aide donc de notre logiciel que vous avez vu tout à l'heure. Et donc ça permet en fait d'explorer et aussi de poser une question profonde. Et c'est la dernière question, avec ça. On est à la fin de ces voyages dans l'algèbre et la géométrie. En fait, la question qu'on aimerait poser, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre le type de trajectoire que vous avez ici et les types d'espace, en fait, dans lesquels on plonge ces trajectoires. Alors, je m'explique. En fait, dans les tonnettes traditionnelles, vous vous rappelez, en fait, on a dit c'est un espace dans lequel il y a des axes. En fait, il y a des axes qui engendrent un petit peu la distribution des notes. Mais en fait, rien ne nous empêche de changer les axes et garder la même structure de maillage, le maillage hexagonal, mais au lieu d'avoir ces notes mises de telle façon, on aura d'autres notes, donc d'autres rapports intervalliques, donc d'autres proximités au niveau des consonances et dissonances entre les accords. Alors, c'est beaucoup plus clair si je vous montre une petite animation. En fait, si je prends mon espace ici, vous voyez, donc là c'est juste mon espace traditionnel, donc avec voilà un axe, et l'autre axe c'est de l'autre côté. Là, si j'ai fait ça, donc j'aurai un vertical, l'autre axe qui est là, on appelle la quinte. Donc une tierce majeure, une tierce mineure et la quinte pour les musiciens. Tierce majeure, c'est ça, c'est la tierce de l'accord majeur. Tierce mineure, c'est la tierce de l'accord mineur. C'est pour ça qu'on appelle la tierce mineure. Et si on fait 4 plus 3, eh bien, ça fait 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Donc, je tiens bien ça. Mais je peux, donc, comme je vous ai dit, je peux changer les axes. Et donc, alors c'est là où ça devient intéressant. On va voir si j'arrive à vous faire une petite animation pour vous montrer que si je prends Beethoven, la 9e symphonie de tout à l'heure,
pourquoi on voit un zigzag? En fait, on voit un zigzag parce qu'on est dans le bon espace. Hein? C'est-à-dire, on a choisi notre espace traditionnel avec tierce majeur, tierce mineur et la quinte, c'est-à-dire avec la proximité entre les accords majeurs et mineurs. Okay? Mais là, je change d'espace pour vous montrer. Donc, je mets ici un autre espace à côté de celui-là. Et en fait, on peut calculer. Donc, en fait, il y a 12 possibilités, 12 espaces possibles qui sont ici. Enfin, je peux demander à ma machine de m'afficher différents maillages. Donc là, je lui demande voilà, celui-ci, pour vous montrer que finalement, vous n'allez pas voir les mêmes choses si vous utilisez un espace ou un autre sous la même pièce. Okay? Donc on est toujours dans la 9e symphonie de Beethoven, toujours les deuxièmes mouvements de la 9e symphonie. Donc on va écouter. Je vous mets la trace, comme ça vous voyez encore mieux. Vous voyez un zigzag à gauche, et vous voyez quelque chose qui n'est pas structuré à droite. Okay? Je vous la repasse avec la trace, comme ça c'est encore plus clair. Donc. Hop. Je fais un peu vite. Voilà. Là maintenant j'ai mes espaces comme je les veux. Donc avec un joli zigzag ici à gauche. Et là, quelque chose que je ne saurais pas définir comme un caractère, vous voyez, un comportement régulier. Et ça, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire, on peut demander à la machine, maintenant, de nous dire quel est le meilleur espace qui colle le mieux à la pièce qu'on a entendue. Qu'est-ce que ça veut dire, qui colle le mieux? Mais ça veut dire le meilleur espace qui capture le mieux, en fait, la trajectoire. Hein? On veut une trajectoire qui soit, comme on dit, connexe et convexe. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop de sauts. Hein? Une trajectoire qui ne saute pas comme dans les cas que vous avez vu à droite, pardon. Donc, en fait, c'est la machine qui peut nous calculer. Vous voyez, en fait, là, ici, on a une statistique de tous les espaces. On a mis ici les 12 maillages hexagonaux. Et vous voyez, en fait, il y a un qui sort. C'est les tonnettes. C'est celui qui est les traditionnels. Donc, on peut dire, voilà, Beethoven, en fait, cette pièce est bien appropriée pour cet espace. Si je prends d'autres espaces, en fait, je n'ai pas de possibilité de capturer la logique musicale. Alors vous comprenez peut-être que là, on a un véritable enjeu d'analyse musicale basée sur la géométrie, parce qu'on peut regarder les différentes pièces et regarder cette distribution en fait, d'espace pour dire, voilà, il y a un compositeur dans lequel il y aura un espace privilégié. Hein. Si je prends par exemple, juste pour vous donner une autre petite idée, je prends Debussy pour changer. Voilà, on a du choix là. Hein. Et prenons Debussy pour changer un petit peu l'atmosphère. Donc là, c'est voile. Vous voyez les espaces? En fait, l'espace de Beethoven, il est ici. Il est tout petit. Il y a d'autres espaces qui sont beaucoup plus importants. Et donc, en fait, ça, c'est un petit peu l'idée d'une analyse musicale basée sur la géométrie. Hein? Et en fait, avec un message que j'aimerais vous faire passer, c'est que la géométrie capture les styles. Les styles, c'est une question d'espace, une question de géométrie, hein, dans laquelle donc, on plonge les structures musicales. Alors, on est vers la fin, et donc j'aurais besoin de vite qu'à nouveau, mais je vais juste vous montrer ça. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que voilà, si on prend par exemple des chorales de Bach, on aura une distribution d'espace de ce type-là. Si on prend Debussy, on aura ça. Si on prend Schoenberg et l'école de décaphonique, c'est... ouais, justement, en fait, tout est pareil, mais
c'est plutôt un bon résultat, parce qu'en fait, ça colle bien avec la logique de l'école de cacophonie, qui est celle d'avoir un peu la même distribution d'intervalles, n'est pas privilégier une direction plutôt qu'une autre. Et là, on la retrouve d'un point de vue purement géométrique. Donc, quand on a vu ça, on a dit, on est dans la bonne piste, parce que si on avait eu un espace tonal qui sortait avec Schoenberg, un espace dans lequel il y a des consonances majeures et mineures, on aurait eu un problème. Alors, donc, les styles, c'est l'espace. Et on peut s'amuser maintenant à faire des petites expériences pour vous montrer, pour montrer finalement comment les styles changent si on change l'espace. Donc là, on a une même pièce, un choral de Bach, qu'on peut écouter. Je pense que là, j'aurais besoin, par contre, de mettre un peu plus, s'il te plaît. Donc, un choral bien allemand, comme il faut. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je prends la trajectoire de la pièce et j'ai la map, c'est-à-dire je plonge cette trajectoire, je fais un calque, et je la plonge dans un autre espace qui n'a rien à voir avec l'espace qu'on vient de voir. Par exemple, j'ai choisi cet axe, 2, 3, 2, c'est ça, et 3, c'est ça. Donc en fait, j'ai changé un petit peu j'ai le même maillage, mais avec des notes différentes, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on va entendre? Est-ce qu'on essaye d'imaginer qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bon, les drapeaux devraient vous faire penser à quelque chose. Donc on a chinoisisé, si vous voulez, Bach. Un peu comme, alors ça c'est une jolie métaphore, on a ici un hérisson de mer qui devient un poisson de lune. Vous voyez, en fait, c'est Darcy Thompson qui en fait, a exploré un petit peu cette idée. C'est-à-dire que pour classifier les espèces, en fait, il suffit de changer l'espace, de changer les coordonnées. Et donc on a une même matrice qui devient une espèce différente si on la plonge dans un autre espace. C'est un peu comme nous, on prend un choral et on les plonge dans un autre espace. Donc voilà les types d'idées qui, en fait, ça vous fait comprendre quand même que voilà, les styles, c'est vraiment lié à l'espace. Alors, on peut aller plus loin. Donc, on peut prendre les Beatles, et on va conclure avec ça. Donc, on s'amuse pas mal avec les Beatles. C'est un bon cas d'étude. Si on prend Hey Jude, par exemple, que je pense que vous connaissez bien. Je peux faire maintenant plein d'opérations sur géométrie, sur ces répertoires des Beatles. Par exemple, je peux faire une opération qui s'appelle M. M comme Mahler ou M comme mineur. En fait, Mahler prenait la Frère Jacques et minorisé. Ça, c'est la M comme minorisation. Alors, qu'est-ce que ça fait au niveau Beatles? Ben, en fait, ça fait des choses déjà légèrement intéressantes. On a fait l'opposé de ce qu'il dit Jude. Take a sad song and make it happier. Non, là, on a fait take a happy song and make it sad. Alors, on peut faire des Beatles chinois. Alors, je passe sur l'exemple parce que ça ne donne pas grand-chose. Par contre, voilà, c'est là où j'ai besoin de quai, s'il te plaît. Je vais baisser les volumes, comme ça on n'aura pas des...
On ne voit pas des bruits. Et on va vous laisser avec donc une version modifiée des Études par rotation de l'espace, de la trajectoire d'un plongement dans le même espace, donc automorphisme avec comme résultat passage d'un accord majeur à un accord mineur et passage d'un accord mineur à un accord majeur. C'est-à-dire on change la logique. Tout accord majeur devient mineur, tout accord mineur devient majeur. De façon systématique. Et voilà. Et donc là, je pense que j'ai besoin au moins d'un petit pour me retrouver. Allez. Et comme ça, on vous laisse avec les Beatles.
Bien. Bravo. Merci beaucoup de votre attention.